aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous. Charlie Parker, fais-tu le messager. Aimons-nous les uns les autres. Campbell, Wawayou, on doit s'aimer. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous. Alibé, aimons-nous les uns les autres. Bonjour et bonsoir amis auditeurs de Moy Radio et bienvenue à ce 39e numéro de Challenge Parlons-en avec pour inviter Monsieur Dominique Traoré qui est le premier vice-président du MGC et qui est aussi le porte-parole. Aujourd'hui, il est convoqué sur le Moy Radio pour répondre à notre question qui est la suivante. L'opposition ivoirienne s'oppose-t-elle à elle-même? C'est à cette question que va répondre notre invité ce soir. Et vous l'avez déjà bien entendu. Et nous avons déjà fait sa petite présentation. Il est libre de se présenter un peu plus à nous. Voilà. Et nous sommes bel et bien aujourd'hui dimanche 8 septembre 2024 et il est exactement 15h01. Sans plus tarder, nous allons commencer. Monsieur Traoré Dominique, voilà comment va se dérouler votre émission. Vous avez la responsabilité d'exposer un temps soit peu sur votre thème. Vous avez jusqu'à 15 minutes tout au plus. Et après votre exposé, nous allons commencer l'émission en fonction de ce que vous auriez dit dans votre exposé. Est-ce que ça peut aller? Oui, absolument. Voilà. Donc, nous sommes tout tués et nous sommes à vous. Bonjour et bonsoir. Vous avez le micro, monsieur Traoré. Bonsoir, madame Rousseau. Bonsoir à tous vos auditeurs des États-Unis, d'Europe, d'Afrique, de Côte d'Ivoire et de partout. Je suis très honoré d'être pour la première fois à cette émission et je voudrais vous saluer, vous-même et tout le monde, et vous transmettre les salutations chaleureuse de Dr Simone Yves Gbagbo, présidente du mouvement des générations capables MGC et de tous nos militants. Quand je dis cela, vous allez me permettre de dire quelques mots pour renforcer la présentation que vous avez faite de moi. Elle est tout à fait exacte. Je m'appelle donc Traoré Dominique. Je suis professeur titulaire d'université en poste à l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et je suis le premier vice-président du mouvement des générations capables et le porte-parole du parti. Je pense que cette présentation est suffisante et je vous redis vraiment toute ma joie d'être avec vous et au-delà d'être avec tous ceux qui sont connectés en ce moment pour suivre cette émission. Alors, j'imagine que je continue puisque j'ai environ 10 ou 15 minutes pour présenter le sujet. Alors, votre sujet, d'accord, le sujet, vous le formulez par une question directe et il s'intitule comme suit: l'opposition ivoirienne s'oppose-t-elle à elle-même? Voilà la question que vous posez autour de laquelle nous devrions échanger. Mais cette question fait écho, donc correspond à un sujet très important relativement à l'actualité politique, aux enjeux politiques que tout le monde sait. Et ce sujet-là, c'est en fait les défis du rassemblement ou de l'unité des forces de l'opposition ivoirienne et des organisations de la société civile pour permettre que le jeu démocratique soit ouvert et que les prochaines autorités qui sortiront des différentes élections, notamment l'élection présidentielle d'octobre 2025, eh bien, soient largement votées par le maximum d'Ivoiriens et qu'on ait un président qui va représenter toutes les populations, parce que ce président-là aura affaire à gérer des questions importantes quand on tient compte de la situation géopolitique sous-régionale et mondiale. Alors, votre question, elle est légitime. Nous sortons d'une grave crise qui date, on va remonter à plus loin, depuis 1999, avec le premier coup de force militaire en Côte d'Ivoire, et laquelle crise s'est aggravée pour atteindre son point le plus critique avec ce qu'on a appelé la crise dite post-électorale. Quand on sort d'une telle crise, quand on sait comment les autorités actuelles ont pris le pouvoir, quand on sait aussi toutes les conséquences politiques de cette crise relativement à la santé même des différents partis politiques,
dans le pays, on peut légitimement se poser la question de savoir si l'opposition va pouvoir réussir à faire face aux défis de l'unité, aux défis du rassemblement. Vous n'ignorez pas que le FPI d'alors a été complètement divisé, il a implosé, et de ce FPI-là, qui lui-même regroupait ce qu'on appelait les LMP, c'est-à-dire toutes les forces qui faisaient la grande coalition présidentielle autour du président Gbagbo, ce FPI-là a implosé, et il en est sorti 3 partis. Le PPACI, qui a été créé par le président Gbagbo quand il est rentré de Bruxelles, le COGEP, qui est devenu un parti, qui fait sa route, le MGC, qui a été créé autour de Dr Simon Yves Gbagbo. Des partis qui vraiment aujourd'hui font chemin séparé. Chacun essaie, tant bien que mal, de s'organiser pour participer aux jeux politiques. Le FPI lui-même, gardé par le président Affi, ce FPI-là connaît des fortunes diverses. Aujourd'hui, il est encore secoué par une crise interne. Vous avez une partie qui souhaite rester en partenariat avec le RHDP et une autre partie qui souhaite s'affirmer comme une force d'opposition à part entière. Au moment où nous parlons, ils sont en train d'essayer de gérer cette crise. Leader de Mamadou Koulibaly divisé, le MFA a connu sa propre crise interne. Le PDCI qui hier s'était allié au RHDP, au RDR pour constituer le RHDP, est sorti avec le président Bédié de cette alliance depuis après 2015. Vous avez quelques militants, quelques anciens militants du PDCI qui sont restés RHDP et vous avez le PDCI qui lui-même s'est repris en main et s'affirme aujourd'hui comme une force d'opposition. Il y a eu le décès du président Bédié qui a permis aussi de remettre en selle un nouveau président au PDCI, le président Thiam. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils doivent consolider leur unité après le décès de ce grand homme que fut le président Bédié. Alors, quand on regarde tout cela, on peut se demander, mais comment feront-ils, mais vraiment en 2024, alors que nous sommes à peu près 15 mois de l'élection présidentielle, pour se mettre ensemble, formaliser une unité solide et faire face valablement et puissamment au RHDP. Donc, c'est une question légitime. Mais il faut savoir, et je vais utiliser une image, la situation de ce rassemblement souhaité par les forces d'opposition et des organisations de la société civile et des forces vives de la nation ressemble un peu à la situation d'une femme en gésine, c'est-à-dire une femme enceinte qui est à terme et qui vit les douleurs de l'enfantement. Et donc, les forces de l'opposition, les organisations de la société civile sont en travail à l'image de cette femme enceinte à terme pour accoucher de ce rassemblement. Et vous savez bien que l'accouchement, il est précédé de douleurs. Et je considère que c'est au moment où nous sommes appelés à vivre, à gérer cette douleur-là, que vous posez la question de savoir si nous sommes opposés à nous-mêmes. Non, nous ne pouvons pas être opposés à nous-mêmes. Nous sommes en train de nous battre pour asseoir une unité qui soit solide. Mais je voudrais quand même inscrire votre question dans un contexte précis, un contexte immédiat pour permettre à nos auditeurs d'être à l'aise, de comprendre un peu le sens de cette question et de pouvoir ensuite poser des questions qui vont nous permettre d'alimenter le débat. Vous savez que dans la droite ligne de sa vision, le docteur Simon Yves Gbagbo, président du MGC, bien qu'elle est sortie de prison en 2018, a estimé que la réconciliation nationale était un impératif catégorique pour que les Ivoiriens reprennent en main la Côte d'Ivoire, pour que nous retrouvions, n'est-ce pas, ce pays-là et que nous puissions formaliser un nouveau contrat social pour avancer. Ça, c'est vraiment la vision du docteur Simon Yves Gbagbo. Quand elle crée son parti, elle cherche à traduire cette vision-là dans les faits. Et dès novembre, un peu même avant le mois de novembre 2023, elle instruit le parti de travailler justement à faire en sorte que toutes les forces d'opposition, les organisations de la société civile, toutes les organisations professionnelles, syndicales, toutes les organisations confessionnelles, tous les corps constitués, les forces vives de ce pays-là puissent se mettre ensemble pour justement faire en sorte que cette réconciliation ait lieu, faire en sorte que, eh bien, tout ce qui divise les Ivoiriens là puisse être aplani. Et en la matière, l'une des choses qui divise les Ivoiriens, qui cause la mort des Ivoiriens, qui traumatise les Ivoiriens, qui inquiète au plus haut niveau les Ivoiriens, ce sont les élections. Au moment où nous parlons, vous avez des projets importants qui vont s'arrêter, qui vont être aux arrêts ou en plein ralentissement, et on va vous dire il faut attendre après les élections parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Vous avez des gens qui commencent à s'organiser déjà, qui ont peur. Docteur Simon Yves Gbagbo a souhaité que toutes ces questions-là, dont celle-là, puissent faire l'objet de débats et de consensus. Et donc, à partir du mois de novembre, elle nous a instruit
à constituer des délégations, à faire un dossier et à aller vers chaque groupe, chaque parti politique, chaque organisation de la société civile, chaque organisation confessionnelle, chaque syndicat, à aller vers la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme. Nous avons fait cette mission-là. Nous avons rencontré tous ces partis-là, tous les grands partis, PDCI, PPACI, FPI, COGEP. Nous avons rencontré, mais vraiment, plus d'une quarantaine d'organisations. Et nous leur avons présenté un projet de rassemblement autour d'une question commune. Comment faire pour que tous les problèmes que nous avons pu identifier dans le système électoral-là puissent faire l'objet d'un débat avec le gouvernement pour que chacun de ces problèmes-là vraiment connaisse une solution consensuelle afin que l'élection qui va venir, les élections qui vont venir soient des élections ouvertes, transparentes, apaisées, sans violence d'aucune sorte. Et donc nous avons fait ce travail-là de proximité, dans l'humilité. Et ce travail a abouti à ce fameux point de presse qui a eu lieu le 9 août 2024 à la maison du PDCI, au siège du PDCI à Cocody. Nous avions essentiellement pour ce point de presse 3 objectifs. Afficher la volonté commune de toutes les organisations politiques et de la société civile présentes. Afficher donc notre volonté commune de bâtir ensemble un groupement uni et solide. Premier objectif. Deuxième objectif, affirmer ensemble notre désaccord relativement au processus électoral tel qu'engagé actuellement par la CEI. Je vous rappelle au passage que la CEI a lancé un peu en catimini l'opération de la cartographie électorale. Elle a installé en catimini aussi rapidement les CEI locales et tout récemment, elle entend ce mois-là initier l'opération de révision de la liste électorale et elle compte l'initier pour être tenue dans 1 mois. Nous avons voulu nous mettre ensemble, c'était le deuxième objectif, pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec le processus tel qu'il est engagé par la CEI. Et enfin, le troisième objectif était celui de demander au gouvernement de convoquer un dialogue ouvert et inclusif en vue de permettre l'examen de tous les autres sujets importants pour la réforme, pour réformer le système électoral. Voilà, c'était cela les objectifs. Bien entendu, nous sommes des forces politiques, nous sommes un ensemble d'associations de la société civile qui ne partageons pas forcément les mêmes idéologies, qui n'avons pas forcément les mêmes méthodes de travail, qui n'avons pas forcément la même histoire. Mais nous avons estimé que ces 3 points, ces 3 objectifs-là pouvaient nous rassembler. Et vous avez suivi qu'après cette conférence de presse, l'un des nôtres, le représentant du GPS, a été arrêté. On lui a reproché d'avoir signé la déclaration avec nous à la maison du PDC. Naturellement, nous avons voulu être solidaires parce que quand vous êtes ensemble, quand vous cherchez à vous mettre ensemble, il faut afficher une solidarité. Et nous avons fait une déclaration pour le soutenir. Et vous avez dû voir que dès que nous avons fait la déclaration, le PDC lui-même a fait une autre déclaration pour un peu se débarquer, apporter d'autres précisions. Et ça crée l'émoi dans l'opinion. Et ça peut expliquer aussi votre question. Mais ne vous inquiétez pas, nous travaillons à aplanir toutes les différences, à aplanir tous les points de désaccord pour que nous puissions nous entendre sur l'essentiel. Et l'essentiel, ce sont les réformes électorales. Pour avoir enfin dans ce pays-là, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, une élection transparente, paisible, sans violence. Une élection après laquelle le vainqueur est félicité par les vaincus. Une élection après laquelle on procède à une passation de charges dans les règles de l'art et dans la paix. On l'a vu au Sénégal, nous en Côte d'Ivoire, nous répondons de cela. Voilà le travail que nous sommes en train de faire pour ne pas dépasser le temps qui m'a été donné. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Il va y avoir forcément des problèmes, mais nous ne travaillons pas à nous opposer. Nous travaillons à relever tous les défis pour pouvoir formaliser cette unité-là et puis avancer ensemble. Voilà ce que je peux dire en propos liminaire pour vous faire le point et pour dire que votre sujet est pleinement d'actualité et vous dire que je suis heureux d'en discuter avec vous-même et avec tous vos auditeurs. Merci. Merci bien, M. Traoré Dominique. Vraiment merci pour cet exposé très succinct, concis et précis, mais qui tout quand même vous expose. Voilà, à nos questions bien sûr. Donc, pour ma première question, je vais d'abord me rassurer que vous êtes en train de nous dire que c'est dans quoi nous sommes aujourd'hui en train de voir l'opposition en train de patauger, ce trouble des eaux-là est un phénomène naturel. Vous avez symbolisé ça par une femme qui serait à terme de sa grossesse. Et donc, on serait
mais il serait intéressant de ne pas s'affoler et de laisser le temps faire les choses et que bien entendu en tant qu'opposition, en membre de l'opposition, vous êtes en train de travailler à cela et maman Simone Olivier d'abord vous a envoyé en mission dès novembre à planifier ces choses-là pour que d'ici 2025 nous ayons des élections paisibles et apaisées où le vainqueur sera félicité par le vaincu. Plus ou moins j'ai résumé votre exposé. Est-ce que c'est juste? Ben oui, je pense que les éléments les plus importants ici. Voilà. Merci bien, professeur. Donc, ma première question est la suivante. Vous avez vraiment relevé le problème phare pour lequel nous nous sommes posé cette question, qui était le communiqué du PDCI RDA et qui s'est plus ou moins démarqué quand l'honorable Kando, qui était membre du COC, disons un membre de GPS, a été arrêté. C'est ce qui a fait qu'effectivement nous sommes embrouillés, nous sommes demandés mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que après ce communiqué-là, est-ce que l'opposition à part le PPACI qui a fait sortir un communiqué disant que cette décision de mettre l'un des vôtres en prison pourrait vraiment poser problème pour la stabilité sociale au cas où nous aurions des élections en 2025? Est-ce que l'opposition à part le PPACI, est-ce que vous aussi après ce communiqué du PDCI-là avez fait sortir un autre communiqué ou bien avez appelé, à part que vous avez décidé qu'en novembre vous allez faire des tournées, est-ce que à part cela, est-ce que vous êtes consulté en tant qu'opposition pour remédier à ce fait-là et que M. Kando soit libéré? Alors merci beaucoup. Votre question me permet de faire 2 points de clarification. Quand je dis que en novembre 2023, nous avons été mis en mission par Dr Simone Olivier Gbagbo, la présidente du MGC, il faut comprendre que cette mission a été déjà faite. Alors donc, je disais que la mission de 2023, de novembre 2023 dont je parlais, a été déjà faite. C'est la première mission de prise de contact avec les autres partis pour aller vers un groupement, un rassemblement. Donc ça, on l'a déjà fait. Voilà. Donc, je ne dis pas que c'est en novembre prochain qu'on va nous envoyer pour... Non, nous sommes déjà en train de travailler avec toutes ces forces politiques de l'opposition et toutes ces organisations de la société civile pour formaliser un document commun. C'est-à-dire qu'il faut que chaque point de réforme là puisse être analysé par nous pour qu'on parle de la même voix. Ça, ce travail, on est en train de le faire. La deuxième chose, c'est que la déclaration du PDCI dont vous parlez, quand elle a été faite après une déclaration du groupement que nous constituons. C'est-à-dire, nous avons fait une déclaration où nous avons dénoncé ce qui est arrivé à l'honorable Kando. Nous avons estimé que ce n'était pas juste. Nous avons considéré que nous n'étions pas en faute de laisser l'honorable Kando signer la déclaration commune parce que nous avons bien discuté avec nos camarades du GPS, je veux dire à la demande du conseil juridique du PDCI pour savoir quelle était leur situation juridique, leur situation avec la justice, puisqu'on savait bien que GPS avait été dissous. Nos camarades nous ont expliqué que, effectivement, de façon incidente, en première instance, au moment où on condamnait leur leader, le président Soro Kibafori Guillaume, on le condamnait à perpétuité pour les faits qui lui étaient reprochés, et entre autres, on disait qu'il était auteur d'une atteinte à la sécurité de l'État et tout le reste. Quand on l'a condamné, je crois, à perpétuité, on a profité pour dissoudre GPS. Mais ils sont allés en appel. Évidemment, en appel, la décision de dissolution de GPS a été confirmée. Leurs avocats se sont pourvus en cassation. En attendant que le juge suprême, le juge en cassation ne décide, eh bien, il y a un article du Code de procédure pénale, qui est l'article 605, qui autorise que, GPS continue. Ça a été ça notre lecture, ensemble, avec le PDCI. Donc, nous avons fait une déclaration pour soutenir l'honorable Kando, qui avait été condamné. Et pour nous, cette condamnation est injuste. Elle est injuste. Voilà. Donc, nous avons dit notre solidarité aux camarades, avons demandé même que des clarifications soient faites et que le camarade soit libéré sans condition. Donc, nous avons fait une déclaration. Seulement, au moment où nous travaillions sur la déclaration, il y a eu un paragraphe sur lequel nous ne nous sommes pas accordés avec le PDCI. Le PDCI avait souhaité, parce que le PDCI était dans le comité de rédaction, le PDCI avait souhaité qu'on puisse dire que nous ne sommes pas en alliance avec le GPS, que nous n'avons pas les mêmes méthodes et que nous ne voyons pas l'accession, nous n'avons pas les mêmes méthodes pour accéder au pouvoir. Nous avons dit au PDCI, c'est vrai, tous ces points-là peuvent être utiles pour vous et nous comprenons, mais ils ne sont pas nécessaires dans cette déclaration de soutien. C'est en désaccord avec cela qu'ils ont fait le communiqué pour préciser leur pensée. Mais je vous rassure, je vous dis,
Et je veux rassurer tous les Ivoiriens que sur cette question-là, au plus haut niveau, nos responsables sont en train de travailler pour que nous puissions évidemment reprendre le travail d'ensemble et que nous ne perdions pas de vue l'objectif commun qui est celui de permettre à travers un dialogue politique obtenu avec le gouvernement, de permettre que chaque point litigieux du système électoral soit discuté et qu'on aille vers une élection avec des conditions consensuellement réfléchies, consensuellement acceptées pour aller vers une élection apaisée sans violence. Voilà. Donc je peux vous rassurer, ce qui s'est passé là, nous avons soutenu le droit au Congo. Même quand le PDCI a fait ses précisions, si vous lisez le communiqué du PDCI, le PDCI a dit soutenir le citoyen Kando face à ce qui lui arrivait. Voilà. Et donc un soutien lui a été apporté. Au moment où je vous parle, le travail continue. Le travail continue. Au plus haut niveau, la présidente Simone Veil-Gbagbo continue de parler avec les autres leaders pour aplanir tout ce qui peut être comme incompréhension pour qu'on aille à l'essentiel. Voilà. Merci bien, M. Traoré. Ma deuxième question sera la suivante. Est-ce que l'opposition, quand je dis l'opposition, puisqu'on vous a tendu le micro en tant que représentant de la grande opposition ivoirienne, mais si les questions sont un peu trop compliquées, vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais je voulais vraiment vous demander, est-ce que l'opposition a conscience que s'il n'y a pas d'unité, s'il n'y a pas de venir ensemble avant les élections de 2025, est-ce que l'opposition est consciente que le RHDP va se maintenir au pouvoir et que nous allons continuer à vivre ce que nous sommes en train de vivre? Donc, par conséquent, est-ce que l'opposition sera en train de vendre un rêve à la population ivoirienne? Est-ce que l'opposition est consciente de ce fait-là? Madame, l'opposition est plus que consciente de ce que vous indiquez là. Au-delà, je vous ai dit, ce qui se joue dans la sous-région est trop important. L'avenir de notre pays, l'avenir de la sous-région est engagé. C'est d'ailleurs ce pourquoi, vous voyez bien, vous suivez l'actualité politique de Côte d'Ivoire. Vous voyez bien les divisions qu'il peut y avoir, les incompréhensions qu'il peut y avoir entre nous, les différences qu'il peut y avoir entre nous. Mais nous travaillons à nous rassembler de novembre jusqu'au 9 août 2023 au 9 août 2024. Voyez combien de mois nous avons pris pour aller à ce point de presse. Mais c'est bien parce que nous sommes conscients des enjeux. Il faut faire en sorte que, et notre rassemblement là, il n'est pas contre le RHDP, il est pour le pays. Il faut bien même que nos amis, nos camarades, nos frères du RHDP nous rejoignent dans ce souci que nous avons à faire en sorte qu'on aille à une élection ouverte, transparente, crédible, apaisée, sans violence. C'est de l'intérêt supérieur du pays, c'est de l'intérêt de tous, y compris de l'intérêt du RHDP. Nous en sommes conscients, mais nous savons que pour que le RHDP en face entende ce que nous disons, accepte de venir à la table de négociation, il nous faut en tant que force d'opposition, il nous faut en tant qu'organisation de la société civile, il nous faut en tant que force vive de la nation, aller en rang serré, afficher une unité. Mais l'unité, elle doit se construire. L'unité doit se bâtir dans l'humilité. Elle doit se bâtir méthodiquement. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous demandons aux populations de faire confiance à nos leaders, de faire confiance aux forces qui essaient de se rassembler. Nous ne sommes pas en train de vendre du vent aux populations. Nous travaillons vraiment et justement, quand vous entendez les petits manquements, les incompréhensions, c'est bien parce que nous travaillons ensemble que ces incompréhensions-là prennent jour et que nous aplanissons pour avoir, je vous ai dit, une unité solide. Et donc, nous sommes bien conscients de la situation. Voilà. D'accord. Donc, mon avant-dernière question serait que nous voyons beaucoup de déguerpissements se passer bien en ce moment. Quand même, il y a beaucoup de lois quand même qui sont en train d'être violées, mine de rien, au niveau de la Côte d'Ivoire. Quand j'ai dit beaucoup de lois, je veux parler de la chefferie. Aujourd'hui, on peut imposer un chef baoulé ou baoulé. On peut déguerpir tout un village et briller. Et c'est vrai que ça ressemble à un combat de la société civile. Quel est l'apport de l'opposition dans toute cette histoire-là? Quel est l'apport de l'opposition? Oui. Mais, madame, ce qui est arrivé, par exemple, à GESCO, ce qui est arrivé à Adjamé Village, c'est un problème national. Et naturellement, les politiques, les organisations politiques sont parties prenantes mais pour décrier ce qui s'est passé dans ces deux endroits-là, pour parler de déguerpissement. J'étais à l'émission 360 il y a quelques semaines où nous avons été appelés à analyser le discours du président de la République. Madame, le président de la République lui-même, dans son discours de la veille, à la veille de la fête nationale, de la fête de l'indépendance, dit instruire le Premier ministre de prendre toutes les dispositions urgentes pour accélérer et finaliser les procédures d'indemnisation. Le président nous dit qu'on n'a pas fini d'indemniser les gens, mais qu'on les a déguerpis, on les a jetés à la belle étoile. Mais nous étions sur ce plateau pour dénoncer cela au nom du
du MGC. Tous les partis politiques, à ma connaissance, ont dénoncé cela, que ce soit le PDCI, le PPACI, ont dénoncé cela, sont allés soutenir les déguerpis. Et nous avons demandé que le droit soit respecté dans notre pays. Tout le pays a été ému par cette situation. Mais naturellement, nous sommes concernés par ça. Croyez-moi, à Niamey Village, tout le monde y a ses militants. Et vous imaginez, quand on dit lutter contre la pauvreté, mais quand vous déguerpissez sans respecter la loi, sans payer aux gens leurs droits, vous les déguerpissez de cette façon, comment vous prétendez lutter contre la pauvreté? Les inégalités sociales, mais ça croît. Et donc, madame, sur ces questions-là, nous ne nous contentons pas de dénoncer. À GESCO, le MGC, conduit par sa présidente elle-même, est allé là-bas, non pas pour visiter simplement le site. On a visité le site, mais on a échangé avec les acteurs, les victimes de la situation. Et nous avons essayé de les aider en faisant des noms. C'est pas toujours que, bon, on fait des communications tonitruantes sur ce que nous faisons. Madame, cette situation-là, elle est d'ordre national. Voir des compatriotes, des concitoyens, jetés à la rue, dormir à la belle étoile, ça ne peut plaire à personne. Alors, donc, nous interpellons à chaque fois le gouvernement. D'ailleurs, le président de la République a fini par dire à ses collaborateurs, oui, il faut agir avec humanité. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? C'est bien parce qu'il y a eu un émoi national, y compris un émoi de la classe politique. Et il faut que cette situation-là s'arrête. Il faut que le droit revienne. C'est pour cela qu'il faut clarifier le système électoral pour que, on rentre désormais dans un pays qui respecte les lois. Voilà ce que je peux vous dire. Sinon, nous sommes ahuris, nous sommes touchés, comme toutes les populations, par ces déguerpissements. Je ne veux pas utiliser un mot méchant, je suis sur votre antenne, mais ce sont des déguerpissements sauvages. Voilà. D'accord. Merci bien, M. Traoré. Ma toute dernière question sera, quel est le regard que l'opposition ivoirienne jette sur la formation de l'AES autour de nous, si elle a été créée en tant qu'opposition? Vous pouvez répondre à la question de MGC, mais vous êtes aussi libre de l'opposition. Oui. Madame, je vais répondre au nom de mon parti, dans la droite ligne de la position que ne cesse de défendre la présidente Dr Simone Veil-Gbagbo. Donc, la réponse à cette question est une réponse qui ne peut qu'engager le MGC et pas un autre parti d'opposition. D'abord, je tenais à dire ça. Vous savez, la confédération de l'AES est née d'un cumul d'échecs de la CEDEAO. Ça, c'est la première vérité qu'il faut qu'on accepte. Et la source de cet échec de l'AES, de cet échec de la CEDEAO, qui donne naissance à l'AES, la source se trouve dans ce que j'ai appelé le péché originel de la CEDEAO en Côte d'Ivoire lors de la crise dite post-électorale de 2010-2011. Madame, la CEDEAO s'est autorisée, mais alors là, en violation de toute règle, de prendre des sanctions inhumaines, iniques, illégales contre la Côte d'Ivoire. On a même interdit à notre pays, mais vraiment, de recevoir des médicaments. Je ne veux pas revenir sur les dégâts causés en termes de pertes en vie humaine dans les hôpitaux et tout le reste. On a voulu priver le pays de ses droits. On a voulu le priver. On a fermé les banques. On a fait quelque chose qui ne s'était jamais fait dans notre communauté. C'était là le péché originel de la CEDEAO. Et il s'en est trouvé des gens pour dénoncer cela, pour dire à la CEDEAO, attention, vous venez de franchir une limite qui va perdre cette communauté, qui va perdre cette organisation. C'est vrai. À l'époque, sous le charme du matraquage médiatique, il y a même des pays voisins comme le Mali, le Burkina et même le Niger, qui n'avaient pas vu venir cette crise de la CEDEAO. Mais nous l'avions dit en Côte d'Ivoire, pour avoir sanctionné de façon aussi inhumaine et illégale la Côte d'Ivoire, on venait d'ouvrir toute possibilité d'instrumentalisation de la CEDEAO à des fins qui ne correspondent pas aux raisons qui ont fondé sa création. Voilà le péché originel. On l'a fait avec le Mali, on l'a fait avec le Niger, on l'a fait avec le Burkina Faso. Mais sur tous ces pays-là, notre présidente a fait une déclaration elle-même pour dénoncer ces faits. Au lieu de se revoir, au lieu de corriger, au lieu de se ressaisir, la CEDEAO a cru bon de continuer dans cette voie. Le résultat, il est là. Ces pays-là ne se reconnaissent plus dans la CEDEAO. C'était constant. Il faut le faire et il faut les comprendre. Moi, en tant qu'Ivoirien, en tant que témoin oculaire des abus de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, notamment lors de la crise post-électorale, je ne peux pas ne pas comprendre cette décision que les pays de l'AES viennent de prendre. Alors, au lieu de demander aux pays de l'AES de revenir à la maison, il faut commencer par assainir, par nettoyer en profondeur la maison. Peut-être que, en le faisant, ils constateraient que la maison est redevenue fréquentable et peut-être qu'ils pourront revoir leur position. Mais sinon, il faut bien comprendre de là d'où nous sommes en tant qu'Ivoiriens, ce qui est arrivé avec la création
l'organisation de l'AES et nous avions prévenu la CEDEAO. Voilà ce que je peux vous dire. D'accord. Merci bien, M. Traoré Dominique. Merci pour toutes ces belles réponses. Je vais là maintenant vous exposer un peu plus à notre auditoire. M. Moloko Traoré Suleiman, allez-y. Merci Charlène. Monsieur Dominique Traoré, merci. J'ai écouté attentivement, je dirais même religieusement, votre exposé et puis vos différentes réactions aux questions posées par notre chère Charlène. Je voudrais revenir sur un point que moi je trouve très crucial. J'ai observé la vie politique chez nous pendant une dizaine d'années, de 2012 à 2022, et ce qui me revient après avoir eu la chance de vivre au Sénégal pendant 4 ans, c'est que nous sommes très différents des Sénégalais. Le politicien ivoirien est très différent de celui qui fait la politique au Sénégal. Je voudrais faire ce développement et puis poser ma question. Nous sommes très différents. Je voudrais demander à Monsieur Traoré, est-ce que au sein de nos partis politiques, que ce soit ceux de l'opposition ou celui qui est au pouvoir, est-ce que nous arrivons à effectivement vendre des projets de société? Au Sénégal, on a vu celui qu'on connaissait de l'extérieur, c'était Sonko. Dès qu'il ne pouvait pas être candidat, il a donné le nom de quelqu'un qui est un de ses proches collaborateurs. Et puis aussitôt, toutes les voix sont déportées sur cette personnalité. Mais chez nous, est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait faire en sorte qu'il y ait de véritables projets qui soient développés, soient portés par les partis politiques afin qu'on puisse éviter de voir 2, 3, 4 personnes être présentes dans la vie politique en Côte d'Ivoire pendant 30 ans? Personne ne veut lâcher prise. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Merci monsieur pour votre question. Mais votre question a deux pendants, il y a 2 volets. Premièrement, vous dites, est-ce que nous sommes porteurs de projets? Est-ce que les partis politiques sont porteurs de projets? Est-ce que les partis politiques savent vendre un projet? Deuxièmement, vous dites, vous avez une classe politique dominée par des leaders qui sont restés là 30 ans. Qu'est-ce que je pense de cela? Moi, je ne lis pas forcément ces 2 questions. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, est-ce que nous vendons des projets? Mais je vous réponds oui. C'est bien un projet différent qui a porté le président Laurent Gbagbo au pouvoir. C'est bien un projet différent qu'a conduit le président Laurent Gbagbo depuis l'opposition, au temps où nous étions au FPI. Et vous savez bien le rôle important joué par notre président, Dr Simon Ebe Gbagbo, au FPI. Le président Laurent Gbagbo a été adoubé, mais vraiment, le FPI a pris pied dans ce pays-là par les idées, par le projet qui était à l'époque appelé le projet de la refondation que nous portions. Les populations y ont adhéré en masse. Donc oui, les partis politiques sont porteurs de projets. D'ailleurs, faut pas croire que des Ivoiriens n'ont pas adhéré au projet du président Ouattara. Des Ivoiriens y ont adhéré. Vous croyez que quand il a dit je vais vous faire des logements sociaux, quand il a annoncé le nombre de milliards qu'il allait donner dans les différentes régions, vous croyez que les gens n'ont pas cru? Ils y ont adhéré. Maintenant, entre le projet qu'on porte et la réalisation effective, et bien sûr, il peut y avoir parfois des fossés qui entraînent des désillusions, je suis d'accord, mais sinon, les partis sont porteurs de projets. Au moment où je vous parle, le MGC travaille à finaliser son projet. Sans projet, vous verrez avec quoi devant la population. Comme dit notre président. Enfin, il y a la vision, il y a le projet. La vision, le projet, c'est pas des individus. En tout cas, nous, de la culture que nous avons, de ce que nous donne à voir et à apprendre notre président, il y a la vision, il y a le projet. Et la vision, le projet, c'est pas un individu. Donc ça, c'est ce que je veux dire. Maintenant, vous dites, il y a des personnalités ou une classe politique qui est là aux affaires en tête depuis 30 ans. Bon, moi, je suis bien placé pour en parler. Moi, j'entends souvent les gens dire il faut que la génération des Gbagbo et autres s'en aillent. Non, moi, je ne pose pas le problème en ces termes. Non. Vous voulez que des gens décident de se retirer pour laisser la place à d'autres. Mais non, les places, on va les chercher. On travaille à aller les chercher. Moi, j'estime, et là, vraiment, je vous parle sans langue de bois, et moi, j'ai pas 70 ans. Non. Moi, j'estime qu'on va chercher les places. J'estime que quand un leader est encore là, il a la capacité de fédérer des énergies, d'avoir un leadership, mais c'est bien parce qu'il n'y a pas un autre leadership au-delà du sien. Voilà, et ça c'est une vérité d'expérience, une vérité de terrain qu'il faut accepter. Vous dites, on m'a dit, il faut que par exemple les anciens s'en aillent. Mais non, l'ancien quand il constate qu'il y a un autre leadership en face, capable d'assumer et de faire face aux défis, mais l'ancien peut partir. Donc c'est pas une question d'âge. Voilà. Et on voit autour de nous, autant il y a des vieux
qui sont sages ou pas sages, autant il y a des jeunes à qui il ne faut pas confier quoi que ce soit. Hier, moi je discutais avec mon directeur de thèse qui est bien français, au moment où on allait choisir M. Emmanuel Macron. Lui, il était vraiment très 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 content de voir un jeune. Mais allez demander aux Français aujourd'hui ce qu'ils en pensent. Emmanuel Macron n'a pas 70 ans. Donc la question ne doit pas se poser en ces termes. Tant que quelqu'un a ses facultés, il a un leadership, il a un parti dont il est le leader charismatique, mais c'est qu'il a encore sa place. Il faut aller chercher les places. Voilà. Ce que Sonko et Diomaye Faye ont fait, ils l'ont fait. Ils ne sont pas allés demander la permission à des octogénaires. Non. Ils ont créé PASTEF. Ils se sont battus dans PASTEF. Ils ont pris le pouvoir. Un jeune homme de 30 ans, 35 ans, 40 ans peut le faire. Il faut s'investir, il faut travailler. Et il ne faut pas dire non, il faut que les vieux décident de partir. Non, moi, c'est pas ma vision. Et je vous dis, il faut aller chercher les places. D'accord. Monsieur Diallo, allez-y. Oui, merci Charlène, vous m'entendez? Très bien. Allô? Ok. Oui, on vous entend, allez-y. Oui, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je voudrais saluer d'abord M. Traoré, qui a eu à faire des interventions, des brillantes interventions, qui se comprennent très aisément. Alors, moi, j'ai pas une question à poser, mais c'est un constat que je voudrais faire. Vous voyez, dans cette action de l'opposition, il faudrait beaucoup faire attention. Il faudrait faire attention parce que au sein de l'opposition, il y a une taupe. Et cette taupe-là n'est autre que le PDCI-RDA. Parce que voilà un parti qui, tout en ayant un pied dans l'opposition, voudrait ne pas déplaire à M. Ouattara. Et en témoigne beaucoup d'actions qu'ils sont en train de mener. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, pour plaire le plus à M. Ouattara, il faut tout mettre en œuvre pour défier M. Guillaume Soro, le président Guillaume Soro. Alors, lorsque un parti comme le PDCI-RDA, dans la rédaction d'un texte, a adressé au gouvernement, se permet de dire qu'il faut mentionner, n'est-ce pas, qu'on n'a pas les mêmes méthodes que le GPS, on n'a pas les mêmes manières d'accéder au pouvoir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire. Nulle part, le GPS n'a montré que pour parvenir au pouvoir, il y avait des moyens qui relèvent des extraterrestres. Non, le GPS a toujours prôné la voie des urnes et a toujours proclamé le fait que l'on laisse ce parti-là se déployer sur le terrain comme tout autre parti et on verra s'ils ont de la force, s'ils n'ont pas de la force. Donc, c'est pas plus compliqué que cela. Donc, moi, je dirais que Tidjane Thiam est en train de jouer à un jeu qui nécessairement va le bouffer. Il ne voit pas peut-être d'abord l'issue, mais il le comprendra dans peu de temps. Nous sommes en train de le suivre au pas et nous savons qu'il est en train d'aller vers un gouffre parce qu'il ne veut pas être clair. Et quant à l'intervenant qui venait de descendre, je voudrais qu'il veut d'ailleurs qu'il y ait une similitude avec l'actuel pouvoir sénégalais. Je voudrais lui dire que tout n'est pas forcément une question d'âge, parce que je l'inviterai à se renseigner aujourd'hui auprès de la jeunesse sénégalaise, c'est que la cote des actuels dirigeants est en train de baisser drastiquement. Et ça, c'est remarqué à tous les niveaux. Pour l'instant, je m'arrêterai là. Je vous remercie, Charlène. Merci bien, M. Diallo. On va prendre rapidement Picheri et Edith Ballet. Allez-y, maman Picheri. Oh, pardon. Merci, Charlène. Pardon, avant de te prendre. Monsieur Traoré, est-ce que vous avez quelque chose à dire ici? Comme il n'a pas posé de questions, je suis tellement en train de courir. Excusez-moi. Monsieur Traoré, non, je vous ai bien compris. Hein. Il n'y a pas de problème. On peut passer. Je voulais juste dire que dans le cadre du rassemblement que nous sommes en train de faire, nous travaillons parce qu'il faut apprendre à se faire confiance. Nous travaillons sur la base de la bonne foi partagée pour régler tous les problèmes, toutes les incompréhensions que vous pouvez constater. Et après, nous aviserons, chacun bénéficiera dans un sens ou dans l'autre des résultats du travail qu'on aura. Donc il faut qu'on apprenne à se faire confiance. Ça, c'est une analyse de votre auditeur. Je la respecte, mais nous travaillons pour faire en sorte que toutes les organisations aient leur place dans le groupement que nous essayons de mettre en place. Voilà. Merci bien, M. Traoré. Alors, on va prendre un moment Picheri. Picheri Ballet, allez-y. Ok, merci beaucoup, Charlène. Je voudrais saluer tout l'auditoire et remercier M. Dominique Traoré pour son brillant exposé. J'ai 3 préoccupations. On a eu l'appel de Benoît le 14 juillet, on a eu le groupement du MGC le 9 août et puis on apprend aussi à travers les débats à la télévision que le PDCI est en train de vouloir ressusciter le CDRP et qu'il serait en négociation ou du moins en discussion avec une 50aine d'organisations. On nous a pas dit qui sont la 50aine, qui composent la 50aine d'organisations. Mais moi, j'ai 3 questions. La première, par rapport à ce que
je viens de dire, est-il possible que les leaders de l'opposition dépassent leurs égos pour aller effectivement à une unité de l'opposition? La deuxième question, c'est par rapport au fait que, qu'on le veuille ou non, la culture démocratique n'est pas encore effective au sein de la population ivoirienne. Malheureusement, les gens sont dans le culte de la personnalité. Donc, tous ces travaux qui sont en train de se faire, et M. Traoré disait tout à l'heure que l'unité doit se bâtir méthodiquement et dans l'humilité, autour de quelle personnalité finalement cette unité-là va se faire, parce qu'on va devoir arriver à cette question tout compte fait. La troisième, c'est par rapport à M. Kando. M. Kando est emprisonné parce qu'il a signé le document du 9 août et aujourd'hui des déclarations sont produites. Il se trouve que ces déclarations ne l'ont pas fait libérer. Quelle est la stratégie du groupement pour obtenir la libération de M. Kando? Voici mes trois questions. Merci beaucoup. Avez-vous, M. Traoré? Merci beaucoup. Merci beaucoup à Mme Puchéri Balé pour ces trois questions. Je voudrais très rapidement commencer par la première. C'est vrai qu'il y a plusieurs initiatives, voilà, et il faut accepter de faire ce constat. Bon, il y a, comme elle dit, une troisième initiative dont on parle un peu dans les coulisses du PDCI. Mais nous pensons que toutes ces initiatives-là sont bonnes. Elle-même, au nom de ACI, a pris une initiative. Et tant que ce sont des initiatives de regroupement qui appellent au rassemblement, nous estimons que ce sont des initiatives qu'il faut encourager. Et nous restons convaincus qu'à un moment donné, quels que soient ces foyers en travail pour aller au rassemblement, à un moment donné, s'il est vrai que nous sommes tous d'accord pour cet objectif de rassemblement, à un moment donné, toutes ces entités-là se retrouveront pour faire corps ensemble. En tout cas, c'est l'espoir que nous avons, c'est ce que nous pensons. La présidente du MGC estime que toute initiative qui va dans le sens du rassemblement est la bienvenue. Et il va falloir, encore une fois, qu'on fasse l'effort de conjuguer tous ces efforts-là à un moment donné, au moment critique, pour que le gouvernement accepte d'entendre nos voix. Et pour que le gouvernement entende nos voix, on ne pourra pas aller avant disperser. Ça, c'est une certitude. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Et c'est ça qui est important. Voilà ce que je voudrais dire sur cette première question, qui est liée d'ailleurs à la deuxième question. Elle dit finalement, on va se rassembler autour de quelle personnalité? Que la question va se poser. Oui, nous avons en face de nous des hommes politiques, des leaders. La question du leadership va se poser. Mais je vais rappeler la position de la présidente du MGC. Elle nous a dit que dans un premier temps, il faut laisser la question du leadership derrière. Il faut travailler au rassemblement. C'est pour ça que j'ai parlé de méthode. Parce que si nous voulons nous occuper des questions de leadership, nous risquons de compromettre l'objectif de rassemblement que nous voulons. Parce que nous nous rassemblons pourquoi? Mais pour que tous ceux qui le souhaitent puissent être candidats dans de bonnes conditions et puissent présenter leur projet de société aux Ivoiriens et être élus si c'est la volonté des Ivoiriens. Je pense que chaque leader souhaite que les conditions les réformes électorales se passent. Une fois que les réformes électorales sont acquises, sont conquises, mais on verra s'il faut se rassembler autour d'une personnalité ou pas. Ce que je veux dire, c'est que cette question-là doit venir en second plan. Si on inverse les choses, c'est comme mettre les charrues avant le bœuf. Voilà. En tout cas, dans la méthode de travail de notre leader, il faut bien distinguer ces choses-là et le laisser. Évidemment, nous sommes conscients qu'il va y avoir des bagarres de leadership. Mais nous avons choisi autour de notre président, en tout cas c'est la ligne de la présidente, de privilégier l'intérêt du rassemblement. Voilà. Et quand le moment viendra, cette question que pose Mme Puchéri Balé, eh bien, elle se réglera au moment venu. Voilà. La dernière question. Oui, on a fait une déclaration, on n'a pas de soutien, on n'a pas obtenu la libération de Kando. La question qu'elle pose là est une question importante, mais c'est une question qui se règle en interne. Elle a dit quelle stratégie pour obtenir sa libération. Je ne m'autoriserai pas à aller plus loin dans cette question. Nous avons pris corps avec cette question depuis le début. Quand on a décidé de faire la déclaration, nous savions bien qu'elle pourrait ne pas suffire. Donc nous travaillons en interne pour adresser correctement cette question en temps opportun. Des réponses peut-être par des voies plus autorisées que la mienne
seront données. Voilà ce que je peux dire sur ce point. Voilà. D'accord, merci bien. Les amis, je ne vais pas demander si vous êtes satisfaits parce que nous sommes en train de courir avec l'émission. Je veux, au nom de vous tous, dire vraiment merci à M. Traoré Dominique qui a bien voulu répondre à toutes nos questions. Et sans plus tarder, s'il y a quelqu'un qui veut poser des questions, je peux prendre encore une autre personne. Dans le cas contraire, on va donner la chance à M. Mouloukou de revenir, s'il veut. Bien. M. Mouloukou, vous êtes là, vous aviez une motion, allez-y. Je suis là. Allez-y rapidement, Ok, rapidement, monsieur Traoré. En fait, moi, mon problème, je ne le posais pas en termes d'âge. Hein. C'est vrai, il faut se battre pour prendre sa place. Ça ne se donne pas. Mais en même temps, quand je parle de projet, je lis ces deux notions, ces deux questions. Lorsqu'on a un projet de société et que assez facilement on va faire équipe avec quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas de projet. Parce que quand vous avez un projet, vous négociez. Si le FPI décide d'être partenaire au RHDP, il vient avec certains points de son projet qui sont acceptés par le parti avec lequel il veut aller en partenariat. Or, cela, ça ne se fait pas. Chez nous, ça se fait en termes de je veux un poste ou bien je veux un peu d'argent. C'est en cela que je dis, est-ce qu'on a vraiment des projets? Alors, M. Diallo est intervenu pour dire clairement que le PDCI était une top au sein de l'opposition. Moi, je crois qu'il allait un peu fort. Moi, je ne suis pas militant du PDCI, mais je regarde un peu ce qui se passe. Je crois que c'est le même président du PDCI qui a dit qu'il faut éviter de creuser un trou. Qui a creusé un trou et qui cherche à sortir de ce trou? C'est pas le GPS. Donc, c'est ce que je voulais lui dire. Merci. D'accord. Merci bien, M. Mouloukou Traoré. Donc, avant qu'on ne continue, M. Traoré, Dominique, rapidement, je voulais dire à nos amis de rester connectés, ne raccrochez pas, parce que tout à l'heure, nous allons recevoir M. Eric Aimé Sémier à travers le Focus Citoyen International de Picheri Balé pour parler de l'AES. Okay? Donc, les amis, restez, ils ont un thème très intéressant et ça va être pour tout à l'heure dans 15 minutes, ok? Voilà. M. Traoré, Dominique. Oui. Voilà, nous sommes plus ou moins à la tradition de notre échange avec vous. C'était une émission d'une heure. Je voulais vraiment vous dire merci avant de donner votre mot de fin, vous dire merci d'avoir accepté notre invitation. Et toutefois aussi, je voudrais qu'au nom de toute l'équipe de Mind Radio, transmettre nos chaleureuses salutations à maman Simone Ludwig Babou, que nous aimons très bien aussi sur le Mind Radio. Et dire que, voilà, vous avez vraiment été à la hauteur de toutes nos questions. On pense que nous avons reçu les réponses. Et étant donné que le problème de la Côte d'Ivoire est devenu très mystérieux, on ne peut pas tout résoudre sous les antennes publiques. Donc, comme vous avez dit, c'est en antenne que vous travaillez, vraiment que Dieu vous guide, que Dieu vous donne la sagesse et qu'à la fin, le peuple ivoirien soit gagnant. Merci et allez-y pour votre mot de fin. J'allais dire Amen d'abord. Et puis bon, je voudrais au nom de Dr Simone Ludwig Babou, présidente du MGC, vous remercier vous-même et toute votre équipe pour le travail que vous faites et qui permet d'entendre nos voix un peu partout dans le monde. J'ai vraiment pris plaisir à participer au nom du parti MGC à cette émission pour la première fois. Nous sommes à votre disposition. Chaque fois que nécessaire, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous vous enverrons quelqu'un sur un point ou un autre, sur un sujet ou un autre dont vous aimeriez débattre. En tout cas, merci à vous. Je transmettrai vos salutations à la présidente du MGC, Dr Simone Ludwig Babou, comme je vous ai donné ces salutations à elle. Merci encore pour tout. Merci à vos auditeurs. Merci à tout le monde. Merci, M. Traoré. Les amis, avant qu'on me prenne avec comment Picheri et Balé, je voulais vous dire que le dimanche 22 septembre, nous allons recevoir ici le PDC, mais côté Bion. Ça chauffe, il y a trop de choses dans ce pays-là. Donc voilà, l'information est déjà lancée. Nous allons faire plus de communication autour de cette émission quand le moment viendra. Vraiment, merci. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous. Charlie Parker. Fais-tu le messager. Aimons-nous